Amigo, c'est officiel, je reprends la série des Unpopular Opinions sur la chaîne. C'est vrai que récemment j'ai pris la décision d'arrêter le ADC Live, du coup je perds un petit peu en interactivité. Au moins avec le format Unpopular Opinion, je peux prendre le temps de temps en temps de répondre directement à vos questions, à vos avis les plus impopulaires, les plus tranchés. Et moi je vais y répondre et je vais les juger bien froidement comme à l'ancienne. Footix ou puriste, le tribunal est ouvert. Ah, ça faisait longtemps. Amigo, si tu veux voir la Ligue des Champions, la Ligue 1 ou même la Formule 1 sans te ruiner, j'ai un bon plan pour toi. Les abonnements foot coûtent une blinde aujourd'hui, donc en attendant qu'ils reviennent à des tarifs plus raisonnables, je t'ai fait un petit tuto. Primo, tu t'abonnes à NordVPN pour un petit peu moins de 3 € par mois. Je t'ai mis un lien dans la description et en plus de ça, tu as 4 mois offerts si tu passes par ce lien. Secondo, tu te connectes à un serveur belge. Tertio, tu vas sur le site de la RTL qui diffuse les matchs de la Ligue des Champions et sur la RTBF pour la Formule 1. Pour la Ligue 1, c'est la même chose, sauf que tu dois te connecter à un serveur mexicain et aller sur la chaîne YouTube Caliente TV. Il diffuse absolument tous les matchs et en plus de ça, cette chaîne a payé pour les droits. Ce n'est pas du piratage. Et dernier tip pour les fans d'animé, je sais qu'il y en a parmi vous, si tu te connectes en Turquie, tu peux payer ton abonnement Crunchyroll moins cher. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché, il est hyper simple à utiliser et surtout c'est essentiel pour protéger tes données. Et maintenant, tu peux même l'utiliser directement sur ta télé si tu as une Apple TV ou une Android TV. Et en plus de ça, tu ne prends aucun risque car si tu n'es pas satisfait, tu peux te faire rembourser intégralement ton abonnement pendant les 30 premiers jours. Merci NordVPN de soutenir la chaîne, on retourne à notre vidéo. Allez, on commence avec le premier avis et celui-là, il est bien d'actualité et il génère des débats chaque année à la même période. C'est l'avis de Pierre.VLL, le Ballon d'Or doit être remplacé par un Hall of Fame. Cela permettrait de récompenser des joueurs qui ne l'ont pas été et de réduire l'influence nocive du Ballon d'Or qui change la mentalité de certains joueurs, comme Neymar qui est parti du Barça en partie à cause de ça, ou Mbappé qui a décidé de ne pas aller avec les Bleus pour se concentrer pleinement sur sa quête du Ballon d'Or. Ce serait plus juste et réduirait l'impact individuel dans un sport très collectif. Et ben franchement, cette session Unpopular Opinion commence très bien, j'aime beaucoup cette idée et j'aime beaucoup la réflexion qu'il y a derrière. C'est vrai que depuis l'ère Messi-Ronaldo, j'ai vraiment l'impression que le Ballon d'Or a pris une importance absolument phénoménale. On ne parle que de ça, même toute l'année, il y a toujours des questions qui reviennent sur le Ballon d'Or. Dès qu'un joueur aligne 3 bonnes performances, ça parle de Ballon d'Or. Et c'est vrai que ça commence un peu à trop prendre le pas sur le collectif. Et on en oublie de temps en temps que le football est un sport collectif. D'ailleurs, il y a un phénomène que l'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux qu'on appelle le joueurisme. Des supporters qui sont hyper radicaux, mais uniquement parce qu'ils supportent un joueur. Alors moi personnellement, je ne suis pas du tout la NBA, mais du coup je suis quand même allé me renseigner sur le principe du Hall of Fame, même si je vois bien évidemment ce que c'est dans l'idée de base, et je vois que pour être éligible, un joueur doit avoir pris sa retraite de la compétition depuis au moins 3 ans. Je trouve que c'est vraiment très sain comme manière de fonctionner. Là au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, de joueurs placés un petit peu ou favorisés par la FIFA pour X raisons. Là on est sûr qu'il n'y a pas de choix de carrière, tu vas pas faire un choix de carrière en fonction de la possibilité d'être dans le Hall of Fame 3 ans après la fin de ta carrière. Je pense que c'est pas franchement ta priorité, même si ça sera forcément toujours dans un coin de la tête. Après je sais pas, s'il y a des fans de NBA, dites-moi comment c'est vécu aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment aussi important de rentrer au Hall of Fame que de gagner un Ballon d'Or pour les joueurs de basket? Vraiment pour le coup je sèche. Alors je ne sais pas si ça suffirait, mais en tout cas comme tu l'as dit, je pense que ça réduirait un petit peu la part de l'individualisme dans ce sport, surtout que depuis pas mal d'années on a de plus en plus de coachs qui se plaignent de ça et qui disent à quel point ça devient de plus en plus dur de manager une équipe à force de devoir tellement gérer des égos, de devoir gérer des joueurs qui ne sont quasiment que de passage, hein, qui pensent déjà à l'étape d'après, ou dans les équipes de jeunes on le voit, la pression aussi des parents qui sont là, qui vont mettre une pression monumentale sur les coachs parce que leurs gamins ne jouent pas, parce qu'ils sont déjà dans leur projet Mbappé, tu vois, enfin c'est vrai que ça prend des proportions assez énormes, donc ça serait plutôt une bonne solution, je suis d'accord. Et ça serait assez facile à mettre en place en plus, puisque ça existe déjà techniquement à Monaco, c'est pas très connu, mais tu as le Alley of Fame, tu as toute une zone comme ça à Monaco, où tu peux voir les traces de pas des meilleurs joueurs de l'histoire du football, et là aussi des joueurs qui ont déjà pris leur retraite, donc tu vas retrouver les traces de pas de
Zizou, de Maradona, de Zebio, voilà, des joueurs comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc pour moi, avis 100% puriste, vraie bonne réflexion, vraie bonne solution. Ça change de le ballon d'or, c'est nul parce que tu sens très bien que la personne est juste dégoûtée, que ce soit pas son joueur préféré qui l'ait gagné. Pour moi, c'est un sans faute. Ouh, celui-là, il va vous plaire. Avis de Joachim BLK71. Antoine Griezmann a une meilleure carrière que Neymar. Et il mérite bien plus que lui cette étiquette de 3e après CR7 et Messi. On le sous-cote à mort parce qu'il n'est pas comme les autres en termes de communication. Célébration Fortnite, attitude très joyeuse, très enfantine avec certaines interviews. Et maintenant qu'il a pris sa retraite internationale, on se rend vraiment compte à quel point c'est un monument du football français. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'adore Antoine Griezmann et ça fait moi aussi quand même pas mal de temps que je dis qu'il est un petit peu sous-coté et qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point ce mec est important dans l'histoire de l'équipe de France, comme tu le soulignes à la fin. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'en termes de communication, il n'a pas forcément réussi à avoir cette image auprès du grand public et auprès des médias pour s'imposer réellement comme la référence juste après Ronaldo et Messi, je suis d'accord. Maintenant, me dire qu'Antoine Griezmann a une meilleure carrière que Neymar, il y a quand même un monde. Parce que Grisou, moi je l'adore, mais pas de Liga au compteur, pas de Ligue des Champions, flop à Barcelone, là où Neymar a réussi. Neymar a la Ligue des Champions, la Copa Libertadores, les JO, une ribambelle de titres de champion partout où il est passé, que ce soit en France, en Espagne, au Brésil. Non, en termes de carrière, Neymar c'est au-dessus. Alors ok, il a la Coupe du Monde, il est plus sympathique, plus attachant, on a moins cette sensation de gâchis avec Griezmann qu'avec Neymar, ça c'est sûr, c'est une évidence, mais pour autant me dire qu'il a fait une plus grande carrière que lui, non. C'est juste que Neymar n'a pas répondu suffisamment aux attentes, mais c'est pas pour autant que ses accomplissements sont inexistants en fait. Puis il y a un autre point qui est très important également dans l'analyse, c'est l'impact. Neymar a eu un bien plus grand impact qu'Antoine Griezmann sur le football durant cette dernière décennie. Neymar, on en parlera encore très longtemps. Griezmann, on en parlera, mais certainement pas à ce point-là. Griezmann n'a pas matrixé le très grand public au même point que Neymar. Neymar a un talent absolument exceptionnel, générationnel. C'est un talent rare que tu vois une fois de temps en temps. Griezmann, c'est déjà un petit peu plus classique, sans dire que c'est pas un grand talent. Attention, hein, j'aime beaucoup Griezmann et je le trouve extrêmement fort, bien évidemment. Désolé amigo, mais pour moi la vie est un petit peu footix. Ah là on passe en mode coup de gueule, j'aime bien. Petit coup de gueule de Clem LBT. Salut Alex, pour moi le choix de la nationalité sportive devrait se faire dès les classes de jeunes, pas seulement en équipe première. J'en ai marre de voir des joueurs changer d'équipe au dernier moment quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau pour leur vraie sélection. Je trouve que c'est un manque de respect envers leur deuxième choix. Je dis oui, je suis totalement d'accord avec toi amigo. La sélection doit être un choix du cœur, pas un choix de carrière. Moi qui supporte le Portugal par exemple, je n'ai jamais supporté de voir des Brésiliens prendre la sélection portugaise par défaut. Les Liedson, Deco, je n'en voulais pas en sélection. Par contre, Pep, qui a choisi de jouer pour le Portugal dès le début de sa carrière, avant même de signer à Porto, avant même qu'on parle de lui en sélection, que ce soit au Brésil ou au Portugal, c'était un joueur très lambda de base, lui son choix était déjà fait. Là, on voit un vrai choix du cœur. Alors j'anticipe, je sais que dans les commentaires, certains me diront oui, mais c'est trop dur, c'est trop radical, ça va empêcher certains joueurs d'avoir une carrière internationale alors qu'ils en ont le talent. Oui, mais ça c'est le jeu en fait. C'est la compétition, c'est le monde professionnel, c'est le football d'élite, il faut être le meilleur. Moi aussi, ça me fait toujours de la peine quand je vois certains joueurs, par exemple en Ligue 1, comme un Benjamin André, ne jamais avoir de cap en équipe de France. C'est vrai, mais c'est la loi du football, c'est la loi du sport de compétition. C'est pas une raison pour aller prendre un plan B. Non, là on est sur un avis 100% puriste, à n'en pas douter. C'est radical, mais pas trop non plus, ça va. Ça aurait été trop radical par exemple de dire oui, tu es né dans tel pays, donc tu joues pour ce pays et rien d'autre. La question de l'identité nationale, c'est quand même quelque chose de très personnel. Moi, en tant que fils d'immigré, j'en sais quelque chose. Donc, je comprends qu'on puisse laisser au moins cette porte ouverte là, mais pas plus. Oh, cet avis, il y a une odeur de sang. Oui, c'est vrai. L'odeur du sang vous intéresse. Avis de Luca Rosa Bonanno. Pour lui, mais vraiment pour lui, Monaco est un plus grand club historiquement que le PSG. Beaucoup plus constant dans les résultats à travers l'histoire, leur palmarès ne s'est pas construit en 10 ans et surtout le club n'a pas fait son succès sur de l'argent illimité.
Il y avait de l'argent, oui, mais pas à gogo en dépensant bêtement. Par où commencer? Je comprends la dimension historique. J'aime bien le fait d'aller voir un petit peu l'impact de l'ASM sur l'ensemble du dernier siècle et de ce siècle en cours évidemment. Et c'est vrai que le PSG est un club plus récent, sans même parler de l'arrivée des Qataris, c'est un club beaucoup plus récent. Que Monaco soit un club plus ancien, un club plus historique peut-être, que ce club est sorti de très grands champions. Je pense à Thierry Henry, à Thuram, à Petit, à Trezeguet, à Barthez et plein d'autres qui sont passés par ce club ou qui ont été formés par ce club, évidemment. Mais ça n'en fait pas un plus grand club pour autant. Là, tu nous fais un petit peu une Zlatan, à penser que l'histoire du PSG commence avec les Qataris. Mais non, il y avait aussi une histoire. C'est aussi un club français qui a gagné une Coupe d'Europe, qui a gagné des titres nationaux également avant l'arrivée des Qataris, qui a eu des grandes stars également, les David Ginola, les Georges Weah, il y en a eu, les Paoletta bien évidemment. Pour essayer d'aller dans ton sens, on peut imaginer que sans l'argent des Qataris, le PSG aurait un palmarès peut-être inférieur encore aujourd'hui à celui de l'AS Monaco, puisque Monaco c'est 8 titres de champion et 5 Coupes de France, Paris aujourd'hui c'est 12 fois champion et 15 Coupes de France. Mais Qatari ou pas, le palmarès est là en fait, et le fait que ce palmarès se soit constitué dans un court laps de temps, en vrai ça ne change rien. Est-ce que par exemple tu dirais que l'Olympique Lyonnais n'est pas un grand club de Ligue 1 puisqu'il a gagné l'ensemble de ses titres en l'espace de 7 ans seulement? Moi personnellement, je ne pense pas. Et après, tu parles également donc du critère argent, donc on en revient toujours à l'arrivée des Qataris. Mais Monaco, c'est pas le club le plus populaire qui soit, hein, loin de là même. On rappelle quand même que chaque été, l'AS Monaco dispose d'une très belle enveloppe pour pouvoir recruter tranquillement, et avec des beaux transferts, des gros salaires, et en plus des gros salaires défiscalisés. C'est ça aussi, il y a un avantage fiscal pour l'ASM, il y a un avantage injuste quelque part par rapport au reste du championnat. Et même avec ces avantages-là, cet AS Monaco n'est pas plus régulier que ça, ne gagne pas plus souvent des titres. Ça, moi personnellement, c'est ça qui me gêne avec l'AS Monaco. Pour moi, l'ASM devrait être un club beaucoup plus régulier dans la course pour le titre. Et Monaco, avec tous ces avantages-là, a même réussi à tomber en 2e division il n'y a pas si longtemps que ça. Imagine à quel point on se serait foutu de la gueule du PSG s'ils étaient tombés en D2, même sans parler des Qataris, même sous Colonie Capital par exemple. Regarde à quel point on parle encore du doublé d'Amara Diané, tellement ils sont passés pas loin de la catastrophe. Ah, je suis désolé amigo, en plus je sais que t'es un ancien de la chaîne, mais bordel. Là, on est sur un avis footix. Amigo, on est à peu près à la moitié de cette vidéo, donc si tu passes un bon moment, si tu kiffes ce concept, pense bien à mettre un petit pouce bleu et surtout pense bien à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Unpopular opinion de Younes GT. Moi, j'aime la trêve internationale. Voir mon pays jouer, même si c'est des matchs amicaux contre des pays moins forts, ça me fait kiffer. C'est devant les matchs de mon pays que j'ai le plus kiffé et souffert, surtout ce dernier malheureusement. PS, je soutiens l'équipe d'Algérie et le PSG au cas où. Alors, j'aime bien cet avis également. Moi, personnellement, je n'aime pas le concept de trêve internationale. Je trouve que c'est mal fait. Je trouve ça chiant que en plein milieu du championnat, tu doives t'arrêter comme ça, pouf, pour aller repasser sur des matchs en sélection sans grand enjeu, que ce soit la Ligue des Nations ou des amicaux, juste pour préparer une compétition dans 2 ans. Encore si c'est des matchs de qualif pour un Euro, pour un Mondial, pour une CAN, là je dis pas, ça va. Mais quand c'est juste pour de la Ligue des Nations, ça m'embête un petit peu plus. Mais pour aller dans ton sens, je trouve que les gens en font beaucoup trop avec cette trêve internationale. T'en as beaucoup qui se plaignent que toute l'année, il y a beaucoup trop de matchs, qu'ils frôlent l'overdose, que le football n'est plus comme avant, qu'on se fait chier, nanani nanana, mais dès qu'il y a une trêve internationale, ils pleurent. Ils ont qu'une envie, c'est de vite retrouver leur club. Faudrait savoir. Quelque part, c'est quand même cool d'avoir une petite pause, t'es pas obligé de la regarder, cette trêve internationale, et si tu la regardes, bah au moins ça te permet soit de voir ton équipe nationale ou alors de voir un football différent, de voir d'autres équipes, tu vois, c'est toujours intéressant. Après, j'ai une théorie, après je suis pas allé vérifier sur les réseaux sociaux des autres pays, mais je pense que c'est quand même un débat très français. Je pense que le public de l'équipe de France se fait chier avec Didier Deschamps, comme le public de l'équipe de France se fait chier avec l'équipe de France de Didier Deschamps, donc la trêve internationale, c'est chiant. Eh ben on va se branler sur Didier Deschamps, hein. Parce que je le vois, que ce soit dans les commentaires des vidéos ou sur les réseaux sociaux, les supporters normaux, pas les acharnés, les puristes qui regardent absolument tout, mais la grande partie, ne voient le football, ne jugent le football qu'à travers les matchs qu'ils regardent eux. Et généralement, ça se limite aux matchs de leur club et de leur sélection, et allez, à 1 ou 2 gros matchs de Ligue des Champions. Voilà. Après, le problème aussi, c'est que le football de sélection a clairement perdu de sa superbe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour la majorité des supporters, le plus important, c'est le club,
c'est la Ligue des Champions. Et la plupart du temps, les mecs sont dégoûtés quand ils voient leurs joueurs partir, se fatiguer avec une autre équipe et potentiellement revenir blessés, alors que juste après, il y a un gros match de Ligue des Champions, il y a un Classico s'ils sont supporters de Barcelone ou du Real, etc. etc. Gianni Infantino, plutôt que de nous pondre un nouveau mondial des clubs dont tout le monde se fout, réforme-nous ce calendrier international, trouve des moyens de revaloriser un petit peu le football de sélection, ça nous manque, bordel. Bref, avis validé, pour une fois qu'on a quelqu'un qui ne pense pas qu'au football de club, 100% puriste. Oh, celui-là, il me plaît beaucoup. Oh, là, on va avoir un joli débat. Avis de Lino Martin, public. On idolâtre trop souvent les joueurs anciens au profit des joueurs actuels. Et pour lui, à leur meilleur niveau, il précise bien, N'Golo Kanté, Virgil van Dijk et Thibaut Courtois sont les meilleurs joueurs de l'histoire à leur poste. Alors, ce débat-là, il me parle beaucoup. Forcément, en tant que trentenaire bien tassé maintenant, forcément, je suis sujet à ce biais cognitif également. Le c'était mieux avant. Et pendant très longtemps, je le pensais très sincèrement. Je pensais que le football était bien meilleur avant, que les joueurs étaient plus forts avant, que les joueurs étaient plus charismatiques avant. Et c'est vrai que depuis quelques temps, c'est quelque chose que je remets en question et c'est un biais contre lequel j'essaye de me battre. Car effectivement, je vais aller dans ton sens. Dans un premier temps, en tout cas, on idolâtre un petit peu trop les joueurs du passé. D'une, parce que la nostalgie joue un max. C'est comme quand tu repenses à ton ex. 10 ans après, tu as oublié tous les mauvais côtés, toutes les fois où elle t'a pris la tête, et tu commences à la regretter. Mais non, ils en avaient aussi des mauvais côtés. Les Maldini, les Ronaldo, les Crespo, ils en avaient. Et très certainement également que si à l'époque, on avait un accès total aux matchs, aux résumés, aux edits sur TikTok, si on en débattait absolument tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé, ils auraient été beaucoup plus critiqués. Puis forcément, avec le temps, les légendes se créent. Tu vois, quand je vois encore aujourd'hui que t'as des mecs qui me disent que Dida ou Guti, ce sont des légendes du football, pardon, mais j'ai envie de m'étouffer. Donc sur ce point, je te rejoins. Maintenant, je pense que tu forces un petit peu trop dans le sens inverse. Est-ce que pour autant, on peut se permettre de dire avec certitude qu'un Courtois, c'est au-dessus de Buffon, qu'un Van Dijk, c'est au-dessus de Maldini, tu m'avais dit qui juste après, qu'un Kanté c'est au-dessus de Makelele ou Redondo par exemple. Parce que oui, nous les trentenaires et plus, on a tendance peut-être à un peu trop glorifier le passé par moment. Je veux bien l'entendre, je veux bien l'admettre. Mais vous les jeunes là, les stars actuelles, des fois, forcez pas un petit peu aussi. Quand j'entends des Neymar, c'est 100 fois au-dessus de Ronaldinho. Zidane, c'était une fraude quand même. Et j'en passe et des meilleurs. Franchement, au début, quand j'ai commencé à lire l'avis, je me suis dit, oula, on est sur un bon avis puriste. Et au fur et à mesure, t'as basculé un petit peu de l'autre côté. Pas beaucoup, mais légèrement footix quand même. Allez, on enchaîne avec l'avis de The Arzo Farz. Pour lui, et rien que pour lui, précise bien, Vincent Kompany, plus grand joueur de l'histoire de Manchester City. Alors amigo, j'ai une question. Sergio Aguero et Kevin De Bruyne, ils se sont spécialisés dans le golf ces 15 dernières années? Alors attention, Vincent Kompany, énorme joueur, grande légende de Manchester City, à n'en pas douter, bien évidemment. Mais grande légende de ce club, au même titre qu'un David Silva, qu'un Yaya Touré, par exemple. Alors bien sûr, il a fait de très grandes saisons, il était très fort, très complet, il pouvait même jouer milieu de terrain, il a marqué quand même pas mal de buts, pour un joueur à vocation défensive, il a même été élu meilleur joueur de Première Ligue, c'est quand même pas rien. Mais après, il y a quand même deux choses qui, pour moi, font qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment le numéro 1. D'une, c'est qu'il a quand même souvent eu du mal à faire des saisons complètes à cause de ses blessures. Et de deux, c'est quand même compliqué pour moi de me dire que la plus grande légende d'un club ne fait pas partie de la plus grande conquête du club. Il ne fait pas partie de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Pour moi, à l'heure actuelle, ça se joue entre Agüero et Kevin De Bruyne, mais c'est surtout Kevin De Bruyne, c'est lui qui coche absolument toutes les cases. Donc je suis désolé amigo, certainement que Vincent Kompany est ton joueur préféré ou ton coach préféré, j'ai l'impression vraiment que depuis qu'il est passé coach du Bayern, il y a eu un retour de hype sur Vincent Kompany assez fort sur les réseaux, mais pour autant la vie... un peu footix là quand même. Celui-là il est original de débat, je l'aime bien. Avis de Lucien L02.
on ne parle pas assez de Dusan Vlahovic, j'espère que je le prononce bien. On parle d'un œuf ultra complet, finition, technique, physique, qui a réussi à mettre une vingtaine de buts en une trentaine de matchs avec le peu de ballons que lui donnait le jeu d'Allegri. Mais bon, il a une tête assez banale, il est serbe et n'a pas les jolies compilations YouTube que peut avoir un Chiesa, ça n'aide pas pour faire monter la cote de popularité d'un joueur. Il devrait être beaucoup plus cité dans le top 5 des joueurs à son poste, j'espère que l'arrivée de Mota l'aidera. Et il précise qu'il n'est pas supporter de la Juve, juste un amoureux de la Serie A. Bah écoute amigo, je suis globalement d'accord avec toi, je pense également que c'est un joueur dont on pourrait parler un petit peu plus, que c'est un joueur qui paye les années Allegri. C'est vrai que le Allegri Ball, c'est peut-être pas forcément le plus à même de permettre un épanouissement total à un avant-centre, et c'est vrai que quand on se souvient des matchs de la Juve à cette époque-là, il se retrouvait quand même très souvent très esselé en pointe. Bon, je peux comprendre effectivement que par moment il a eu du mal à marquer. Là où je suis moins d'accord, on va dire que c'est peut-être plus sur le physique. Ok, c'est pas Beckham, mais il a quand même une bonne gueule, il est grand, il est costaud, il est plutôt caisse, il a une certaine prestance je trouve, il a un nom plutôt stylé. La Serbie, ok, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Argentine, dans l'inconscient collectif c'est peut-être pas la nation de football qui fait le plus rêver, mais ça reste quand même une grosse nation de football, ça parle quand même aux gens, le nom est quand même très très sympa. Franchement globalement je pense pas qu'il y ait un défaut là-dessus, pour moi c'est juste le manque de but. C'est un joueur qui a coûté cher, qui a été annoncé comme vraiment le neuf du futur et qui n'arrive pas encore à faire régulièrement des saisons à 25, 30, 35, 40 buts. Aujourd'hui c'est ça les exigences en fait pour devenir un top player. Encore une fois, j'en reviens à ça, Ronaldo et Messi ont bousillé notre perception des avant-centres et je pense que Vlahovic fait partie de ces victimes-là. Après, là où je suis assez d'accord, c'est sur la comparaison avec Chiesa qui en a peut-être fait moins au final que Vlahovic pour la Juve et qui pourtant a une énorme cote de popularité, et je pense que là effectivement le style de jeu joue plus en faveur d'un Chiesa que d'un Vlahovic. Chiesa ça va vite, c'est percutant, ça dribble, alors que Vlahovic c'est grand, c'est costaud, ça joue en pivot, ça marque des buts, ça joue des épaules, tu vois, c'est... Oui, t'as envie de partir à la guerre avec lui, mais t'as pas forcément envie de te faire des compiles Dusan Vlahovic Goals and Skills 2022. Non, écoute, franchement, moi je valide ton avis, un avis plutôt puriste. Je dirais que t'es peut-être un petit peu trop gentil, et je pense que Vlahovic doit aussi franchir un palier. Je pense qu'il y a des matchs où il doit se montrer plus décisif, dans des matchs importants. Donc moi je dirais 80% puriste. Allez, dernier avis, et celui-là, je pense que c'est moi qui vais pas me faire de copains pour le coup, c'est moi qui vais donner un avis assez impopulaire. Avis de Augustin DLH. Pour lui, la Liga est le plus grand championnat européen. Ils ont dominé l'Europe les 20 dernières années, Barça 2009, 2015, 2016. 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022. Ils ont gagné plus de trophées, notamment Ligue des Champions. Ok, il y a peu de gros clubs, mais actuellement beaucoup de clubs comme Gérone se créent une histoire. Alors désolé, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Liga, beaucoup de fans du Barça, beaucoup de fans du Real qui défendent cet avis également, je le sais, mais je ne peux pas être d'accord. Il y a un paradoxe dans ce championnat qui fait qu'on a deux locomotives absolument extraordinaires, ce qui se fait de mieux quasiment dans l'histoire du football avec le Real Madrid et le FC Barcelone, ça c'est évident. Tu as encore une troisième très belle tête d'affiche avec l'Atlético Madrid, même si évidemment en termes de palmarès on est quand même en dessous des deux autres mastodontes. Tu as de beaux clubs, des clubs historiques comme Villarreal, Athletic Bilbao, Betis Séville, c'est très sympa, c'est souvent très agréable à regarder jouer également la Liga, je suis d'accord, mais globalement on peut pas me dire que c'est le plus grand championnat actuellement. La Première Ligue est à des années-lumière vraiment du championnat espagnol. Le niveau de la Liga est beaucoup trop hétérogène et le rayonnement du Barça et du Real Madrid ne permettent pas d'effacer absolument tous les défauts que comporte ce championnat. Regarde le niveau sportif des petits et des moyens clubs. Quand je parle de moyens clubs, tu as des clubs quand même très stylés qui sont dans la galère. Je pense à des clubs, les deux clubs de Séville, globalement c'est des clubs qui stagnent, voire qui régressent. Si on parle du FC Séville, on est quand même loin du FC Séville qui vraiment faisait de très grandes choses lors de la dernière décennie, notamment en Europa League. Même la dernière Europa League qui gagne, c'est une saison où ils galèrent toute la saison en championnat. Vraiment, le FC Séville, c'est quand même assez compliqué actuellement. Et Gérone se crée une belle histoire. Oui, ils ont fait une grosse saison. Et là, d'ailleurs, pour l'instant, Gérone, ça n'a pas l'air franchement de se confirmer. Il y a beaucoup de clubs qui manquent de moyens, qui manquent d'infrastructures. C'est un très beau championnat. Mais comparé à un championnat aussi compétitif et aussi historique que la Première Ligue, ça ne fait pas le poids, je suis désolé, parce que eux aussi ils ont des locomotives absolument extraordinaires, des clubs capables de gagner la Ligue des Champions très régulièrement, avec également des palmarès absolument
extraordinaires, quand on pense à Manchester United, à Liverpool notamment, mais en plus de ça, t'as des moyens clubs qui sont trop forts, qui sont pétés de thunes, qui ont des centres d'entraînement, de l'espace, t'as des petits clubs qui sont pétés de thunes et qui ont des super installations et qui sont capables d'aller chercher des joueurs à des petits et des moyens clubs espagnols quand ils le veulent. Je peux comprendre qu'on soit saoulé de voir tout le temps la première ligue en tête de l'affiche, mais c'est pas pour autant que c'est pas le meilleur championnat. Désolé amigo, mais la vie est footix, il est même un peu de mauvaise foi, très sincèrement. Surtout qu'en plus, quand on lit ton message, on sent que tu es conscient des limites de ce championnat et qu'on ne peut pas dire qu'il est le meilleur pour ça. Voilà amigo, ce sera tout pour aujourd'hui, ça m'a bien fait plaisir de reprendre les zones populaires comme ça, franchement c'est un exercice toujours très sympathique, j'espère que ça vous a plu aussi. Alors j'en ferai peut-être pas aussi souvent qu'avant, avant j'en faisais tous les mois, je ferai ça un petit peu de temps en temps, voilà, histoire d'avoir quelques échanges avec vous. Avant de partir amigo, j'ai une grosse annonce à te faire, ma deuxième chaîne sur YouTube, Alex de Castro 2.0, change complètement de ligne éditoriale. Cette chaîne dorénavant est une chaîne à part entière, ce n'est plus une chaîne pour les best-of de live. Logique, je ne fais plus de live. Par contre, c'est une chaîne qui va me permettre de réagir au plus près de l'actualité. Je vous propose régulièrement des débriefs, des reacts, des pronos, des réactions, des analyses sur des informations, sur des sujets peut-être un petit peu plus variés, des sujets un petit peu plus personnels également. Voilà, donc n'hésite pas à me rejoindre, je te mets un lien dans la description. Beaucoup de contenu également va arriver sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao ciao!